grand plaisir pour moi de m'adresser à vous ce matin dans ce ravissant cadre de l'hôtel Sarakawa pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de cette cérémonie marquant la rentrée 2021 des activités de l'Union internationale de la presse francophone section Togo UPF. Depuis son élection le 17 mai 2019, le bureau de l'UPF Togo s'efforce de jouer sa partition dans la construction d'une presse plus professionnelle au Togo et la consolidation de la responsabilité sociale du journaliste. L'UPF Togo a organisé une vaste campagne de dons de sang, toujours courant 2019. Dans le cadre de la riposte contre la COVID-19, l'UPF Togo a initié en outre une campagne de sensibilisation et procédé à la distribution gratuite de bavettes aux confrères journalistes au début de la pandémie au Togo en mars et avril 2020. Outre ce volet social, nous nous sommes engagés dans l'élan collectif qui consiste à relever le pari du professionnalisme dans notre corporation pour la dynamique de l'édification d'une société juste et démocratique. La liberté de la presse doit continuer de grandir au Togo. La loi est génératrice de liberté. Elle ne la limite pas. L'arsenal juridique qui encadre la profession du journaliste a pour essence de rendre la jouissance de la liberté de la presse effective. La position du journaliste pour faire son travail sans en être inquiété. Aussi, est-il impératif pour les professionnels que nous sommes de connaître et de maîtriser les textes qui régissent notre métier. C'est dans cette perspective qu'à l'occasion de cette rentrée que nous effectuons aujourd'hui, que nous avons souhaité convier le monde de la presse à réfléchir et à connaître les enjeux et les spécificités du nouveau code de la presse togolaise en vigueur depuis janvier 2020. Cette rentrée, première du genre dans la vie de la section togolaise de l'UPF, constitue par ailleurs l'aboutissement d'un travail collégial entrepris depuis notre élection en 2019. Cette synergie d'action et ce élan de dynamisme qui ravive notre union doivent se poursuivre sans s'émousser, et pour cause. À la fin de cette rentrée, il est programmé plusieurs activités dont le calendrier de l'ordre du mouvement sera ultérieurement communiqué aux membres. C'est un honneur pour moi et ma délégation ce matin de participer à la rentrée sous le thème spécificité du nouveau code de la presse togolaise. Au Bénin, je crois que notre code est entré en vigueur depuis 2015 de ce côté. Et ça fait plaisir d'assister ce matin à un regard que la presse togolaise voudrait bien jeter dans son code. Parce qu'il n'y a pas une maison où il n'y a pas de règles. Et la liberté, c'est le respect des règles qu'on s'est fixées soi-même. Et notre profession ne serait grandir que lorsque nous-mêmes, nous aurions accepté, respecté les règles que nous nous sommes fixées pour la profession, cette noble profession. Moi, j'en suis fier d'être ici ce matin en tant que journaliste. Et comme j'ai l'habitude de le dire chaque fois que l'occasion se présente, je suis fier de dire partout je pense que je suis journaliste. Le métier de journaliste est un métier noble. Et pour montrer au gouvernement que c'est un métier noble, pour montrer à nos lecteurs, à nos auditeurs, à nos téléspectateurs que c'est un métier noble, nous devons nous prendre au sérieux. C'est ça que nous constatons ici ce matin. Je voudrais, une fois encore, vous dire un sincère merci que la presse togolaise et la presse béninoise gagnent. Je vous remercie. Je suis particulièrement heureux d'être ici ce matin et de savoir que la presse togolaise a convié son homologue du Bénin à cette belle rencontre qui s'articule autour des spécificités du nouveau code. Notre code est aussi nouveau que ça, il a un an. Je constate qu'il est moins âgé que celui du Bénin, mais la lecture de ces deux codes démontre un peu les similitudes que l'on peut retrouver. Et ces similitudes ne doivent pas nous surprendre parce que
la liberté, comme le disait le président tout à l'heure, la liberté est une et elle gagne à être défendue. J'ai noté avec grand intérêt que le président de la section béninoise soulignait que la liberté, c'est d'abord le respect des règles que l'on s'est fixées. Et le respect du cadre que l'on s'est fixé permet d'autant plus de mieux avancer qu'il nous met tous en sécurité. Alors, aujourd'hui, l'on se retrouve pour échanger autour des spécificités du nouveau code de la presse. Pour pouvoir respecter les règles, il faut les connaître. Et il n'est pas faux de dire qu'aujourd'hui, dans notre pays, on peut avoir le sentiment que notre code que nous nous sommes donné n'est pas particulièrement connu par les premiers destinataires de ce code-là. D'où la justification de ces échanges-là pour non seulement se replonger dans le code auquel nous tous nous sommes censés avoir participé à la rédaction du code, auquel nous tous nous sommes censés avoir participé, et pour nous donner une meilleure connaissance de ce code-là. Mais c'est peut-être aussi l'occasion de revenir sur un certain nombre de problèmes qui nous minent aujourd'hui dans notre presse. Et ces problèmes ne doivent pas être mis sous le boisseau. Nous devons avoir le courage de débattre, de mettre sur la table les difficultés et d'échanger autour d'eux. Nous ne pouvons pas faire partie de la même maison, comme on le disait tout à l'heure, et refuser de nous regarder, de débattre et de porter des jugements objectifs sur ce que nous faisons. Donc l'occasion est véritablement belle pour que ces problèmes soient discutés. Je sais que le cadre, le champ n'est pas très long, mais nous, ensemble, nous pourrons toucher du doigt ces différentes problématiques. Je voudrais aussi assurer, en tout cas, de ma disponibilité, je le dis assez régulièrement, pour parler des relations qui peuvent exister entre la presse et les gouvernements. Je représente le gouvernement ici aujourd'hui. C'est la presse tout entière qui est réunie ici, pas que la presse privée. Et le cadre du travail ou la sécurisation du travail de la presse doit être assuré par le gouvernement, par l'État. Et l'État continuera à jouer sa partition. Elle peut être considérée comme imparfaite, mais comme je le dis, la perfection est un objectif que les uns et les autres, nous tous, donc, devons essayer d'atteindre. Donc, vous assurez encore de ma disponibilité, de la disponibilité du gouvernement, à rentrer dans ces échanges-là, à grandir ensemble, à consolider la liberté de la presse, parce que, au fond, la démocratie ne peut être construite sans la presse. Il l'a dit, la presse est un quatrième pouvoir, elle attaque sans supporter qu'on l'attaque, mais elle reste un élément fondamental de la construction de la démocratie. L'idée, ce n'est pas de basculer dans une république des camarades, comme l'écrivait Robert Juvenel, pour indiquer la collusion qui peut exister entre les différents pouvoirs. L'idée, c'est de mettre en place un véritable esprit critique qui nous permet tous d'avancer et non de consacrer un esprit de critique qui nous tire vers le bas. Nul n'est détenteur de la vérité absolue. Aussi, devons-nous tous avoir l'humilité de continuer à rechercher cette perfection dont je parlais tout à l'heure pour que finalement notre pays se développe pour le bénéfice de tous. Je ne vais pas m'étaler, je vais tout simplement nous souhaiter un bel atelier et souhaiter à nouveau à ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir une très belle année et une année fructueuse. Je vous remercie. Et nous allons nous y conformer. Il faut d'abord dire que la révision de la loi 98-04 du 11 février 1998 portant de la presse et de la communication
en 5 modifications successives en 2000, 2002, 2004, s'inscrit dans une perspective d'adaptation de la profession de journaliste aux évolutions de la profession, avec l'information et la communication encore appelée nouveaux médias d'une part, et d'autre part une nécessaire solution aux manquements, aux dérives qui induisent des procès contre des journalistes ces derniers temps. Avec l'influence d'Internet et des réseaux sociaux, il est devenu impérieux d'intégrer également cette nouvelle forme de communication dans notre côte. D'un autre côté, le caractère quasi libéral de l'ancienne législation donnait libre cours à certains manquements ou à certaines dérives qui fragilisaient la corporation. Donc il devait nécessaire d'opérer cette réforme modificative qui semble mettre en cause la charpente essentielle de la liberté de presse réaffirmée dans la Constitution, a touché à plusieurs aspects. Le premier aspect concerne la qualité ou le statut du journalisme ou du technicien de presse. Et c'est la qualification académique et l'expérience qui sous-tendent, qui constituent les critères ou les conditions d'accès à la profession. Ces précisions ont eu pour but de relever le pari de la professionnalisation et du respect des règles éthiques et déontologiques. Et ensuite, le nouveau code a mis l'accent sur les droits et devoirs des journalistes, des techniciens des médias auxiliaires de presse. D'abord sur le plan des droits, on a rappelé un certain nombre de droits. Je ne peux pas les évoquer tous ici. Le droit, l'indépendance et la responsabilité, le libre accès à toutes les sources d'information, la liberté d'investiguer, le droit de rupture de son contrat avec l'indemnisation en cas de désaccord avec l'entreprise employeur, le droit à la sécurité de sa personne et de son matériel de travail, le droit à une formation continue, le droit de se voir appliquer la législation en matière de droit de travail, ainsi que le droit de soulever la clause de conscience. Ce sont en gros quelques droits que comporte ce texte. Il y a eu également un chapelet de devoirs qui s'analyse au respect du code éthique de la déontologie, l'obligation d'assumer la pleine responsabilité des faits écrits, l'obligation d'observer une grande rigueur professionnelle, l'obligation d'honnêteté et d'impartialité dans la collecte des informations, l'obligation de défendre avec dignité et probité la corporation, l'obligation de ne pas déformer les faits ou de publier des informations, des documents qui ont été obtenus par ruse ou par malhonnêteté, le devoir de garder le secret professionnel, l'obligation de respecter la dignité humaine, un certain nombre d'obligations, de devoirs qui sont portés à la charge des journalistes. Et à ce niveau, on peut considérer que la balance des droits et des devoirs fait largement penser le plateau au profit des devoirs, ce qui apparaît comme un accent particulier mis sur les règles éthiques et déontologiques qui sont mises à mal ces derniers temps et dont la violation a pu justifier les modifications opérées. La deuxième spécificité, c'est l'introduction de la carte de la presse. La troisième, c'est la création, la transformation des organes de presse en entreprises de presse. Et ensuite, la consolidation de l'aide à l'État aux sociétés de presse. Voilà les éléments essentiels du contenu de ce texte qui ont permis aux législateurs d'orienter l'exercice de la profession vers une véritable professionnalisation et une véritable moralisation. Mais moi je pense, à mon avis, que le nouveau code de la presse n'a pas renoncé à son caractère libéral puisqu'il a maintenu les droits attachés à l'exercice de la profession, mais s'est attelé aussi à fixer des devoirs y afférents et des règles déontologiques. Il faut cependant relever que ce texte gagnerait à renforcer la protection des journalistes contre l'arbitraire des patrons de presse, les menaces des pouvoirs publics ou pouvoirs économiques. Il aurait fallu aussi insister sur les contours de la concurrence déloyale, aussi bien de la part des journalistes que des patrons de presse, un renvoi
aux dispositions de l'article 493 et 494 en cas de menace et de violence envers les représentants de l'autorité publique dont pourraient bénéficier les journalistes d'État aurait été un plus dans les garanties de protection individuelle de cette catégorie d'acteurs de la profession. Un autre alinéa à l'article 28 aurait pu préciser les sanctions que pouvaient subir tous ceux qui empêcheraient le journaliste de faire son travail ou porteraient atteinte à la sécurité de sa personne. De même, l'obligation pour le patron de presse de respecter la législation nationale et sociale qui implique la conclusion d'un contrat de travail, le paiement d'un salaire régulier et décent, la déclaration à la caisse de sécurité sociale et les avantages légaux devaient être précisés par un renvoi au texte qui sanctionne le manquement à cette obligation. Par ailleurs, même si les dispositions du nouveau code ne sont pas rétroactives, je considère qu'une adaptation progressive permettra aux patrons d'entreprises de presse de se convertir aux pratiques d'une société commerciale viable et respectueuse de la législation en vigueur. Les patrons de presse actuels qui ne remplissent pas les conditions académiques ou de compétences ou d'expérience pourraient donc se remettre à niveau pour répondre aux exigences du nouveau code. La clause de conscience relève du seul jugement du journaliste soumis à des présenteurs socio-économiques qui font que malheureusement le journaliste en général et les journalistes des médias d'État se comportent parfois pour prendre des enveloppes que leur préparent les organisateurs d'un séminaire ou d'événements à frapper beaucoup d'esprit. Toutefois, à leur décharge, il faut dire qu'il est difficile de se départir de ce comportement si on ne rémunère pas de façon décente les journalistes et si les conditions dans lesquelles ils sont envoyés en reportage vu par le service central ou autre unité de garde à vue. Il est nécessaire pour chaque acteur d'œuvrer pour l'enracinement d'une presse libre et indépendante. Maintenant, à l'endroit du ministère de tutelle, je voudrais faire un certain nombre de propositions et également à l'endroit des journalistes pour finir mon express en véritable entreprise qui participe à la croissance tout en informant sur la gouvernance politique et économique. Faire en sorte que l'aide de l'État à la presse n'aille pas aux entreprises de presse, compter la nécessité de créer un organe indépendant d'utilisation de l'aide d'État au profit de la corporation, ou non discriminant d'attribution de la carte de presse. Renforcer les organes de rendre efficientes les dispositions de ce texte. Pour ce qui concerne les journalistes, ils doivent prendre conscience que la presse constitue un maillon essentiel de l'état de droit, dont le bon fonctionnement dépend des bonnes pratiques journalistiques. De ce fait, ils doivent créer des remparts nécessaires à la protection des droits qui leur sont octroyés et qui trouvent leur expression dans les devoirs et obligations auxquels ils sont astreints. Au total, les nouvelles modifications ou la réforme opérée permettent à la profession, à la corporation de s'adapter aux nouvelles réalités, d'intégrer les nouveaux instruments d'exercice de la profession, mais également de créer les conditions d'une professionnalisation de compétences et d'acquisition de la culture générale. Il nous faut donc œuvrer à changer la nature de la presse togolaise. Nous espérons que ce nouveau texte répondra aux attentes des législateurs. Je voudrais pour finir pour vous dire qu'il faut désormais passer de la presse de dénonciation calomnieuse à la presse de construction et de formation citoyenne. Franchir le palier qualitatif et consultatif. Je vous remercie. Je crois que ce que M. Ato a dit, j'avais déjà noté ça comme information à donner, avec le souci de dire qu'il faut d'abord relever qu'est-ce qui a changé dans le nouveau code avant de pouvoir peut-être faire des observations. Mais je pense qu'il a déjà fait, ce qui fait que je vais beaucoup plus, pas m'attarder, mais évoquer quelques expériences tirées de la mise en œuvre de ce texte-là depuis un an, puisque en fait c'est 7 janvier que le texte a 2020 que le texte a été publié. Et donc la HAC qui a pour mission de veiller à son application a pris un certain nombre de dispositions pour traduire en texte réglementaire les dispositions qui y figurent. Je crois que le dernier texte en réalité qui est attendu et qui va être fait très prochainement, c'est le texte sur le décret sur la carte de presse.
néanmoins avant que les décrets ne soient pris, puisqu'il y avait quand même un certain nombre de dispositions. La HAC a pris les dispositions que nous considérons comme transitoires en attendant de voir si le nouveau décret qui sera pris comportera des dispositions qui ne sont pas prises en compte ou bien qui ne devraient pas être prises en compte par la HAC. La première observation, évidemment, c'est de dire qu'il faut que nous, journalistes, on s'approprie le texte. Parce que nous avons l'impression que les journalistes ne connaissent pas vraiment le texte qui constitue, comme quelqu'un l'a dit, leur Bible. Il faut se l'approprier et c'est peut-être l'occasion de saluer cette rencontre. Mais je crois que le document, on doit le regarder, le lire et voir tout ce qu'il y a comme, moi j'appelle ça des pièges, mais c'est des éléments que nous devons connaître pour éviter ce phénomène de choses. Donc ça c'était la première préoccupation que j'avais à ajouter. En termes d'innovation, pour l'a dit, il faut souligner que la presse en ligne a été une des innovations de ce texte parce que le texte précédent, dans le dernier code que nous avons depuis 1998, n'était pas expressément prise en compte dans ce texte-là. Donc je crois qu'en le faisant, le code de la presse nous a donné aussi des marges au niveau de la HAC pour voir comment organiser la gestion de la presse en ligne. Mais malheureusement, il faut dire qu'entre la gestion et la régulation de la presse en ligne, il y a une marge qui est difficile à maîtriser compte tenu des dispositifs techniques et technologiques qu'il faut avoir pour véritablement se faire. Mais nous insistons sur le fait que c'est des réflexions continues qu'il faut faire avec cette ouverture que toutes les dispositions qui pourraient être améliorées dans ce texte sont des dispositions qui doivent être accueillies. C'est pour cela qu'un texte comme celui-là est appelé régulièrement à être revu. Vous avez vu que le texte de 98 a subi 3 ou 4 modifications. Donc, il ne faut pas considérer ce figé sur le texte que nous avons. Il faut déjà appliquer ce qui est prévu. Le reste, faire des suggestions qui pourraient être prises en compte ultérieurement dans le cadre de la modification de ce texte. Donc, je voudrais également insister sur l'autorégulation. Je crois que dans les anciens textes, on n'avait pas parlé de ça, mais le fait que l'autorégulation soit aujourd'hui intégrée dans le code de la presse donne quand même une certaine force à l'observatoire togolais des médias, puisque c'est lui qui est évoqué, qui est la charge de communication, et donne une force pour que les activités de l'OTM soient véritablement prises en compte par les journalistes eux-mêmes, parce qu'en réalité, c'est eux qui ont mis en place l'OTM, c'est eux qui y sont. Et donc, ils devraient pouvoir donner une importance réelle à l'OTM. Faire en sorte qu'il n'y a pas un dispositif comme on l'a au niveau de la HAC, avec des sanctions telles que nous l'avons. Mais je crois que l'OTM peut facilement retrouver, comme je voudrais surtout appeler les journalistes à se référer, à faire confiance à l'OTM et à le prendre en charge. Je vais juste ajouter quelque part, me référant à l'intervention de M. Tour sur certaines discussions. Je suis chargé de la gestion de l'aide de l'État à la presse. La commission qui est mise en place, qui est une commission totalement autonome, est composée d'un représentant de la HAC et les autres sont les représentants des organisations professionnelles. Donc, à mes côtés, les 6 autres viennent d'autres structures qui n'ont rien à voir avec la HAC. Je peux vous assurer que cette structure travaille totalement en toute indépendance sur la base des textes qui lui sont fournis et que l'accès à l'aide de l'État est ouvert à tous ceux qui le souhaitent, puisque nous demandons qu'il y ait celui qui veut faire une demande. Donc, c'est à partir de là que je suis en charge aussi de la commission chargée de la délivrance de la carte de presse. Cette commission regroupe également des membres des organisations professionnelles et elle travaille essentiellement sur la base des textes qui ont été adoptés. Et je ne vais pas à ce niveau, ce
que nous pouvons retenir aujourd'hui par rapport à la nouvelle loi, c'est que la carte de presse est un élément fondamental pour caractériser le journaliste technicien ou auxiliaire professionnel. Parce que le titre de journaliste est conféré par ce qu'on avait dit la qualification, le diplôme, l'expérience. Pour véritablement être professionnel, il faut que vous ayez la carte de presse. Et lorsque vous avez la carte de presse, elle vous ouvre les portes d'un traitement selon le code de la presse. Et à plusieurs reprises, la RAC est intervenue pour confirmer que la personne est détentrice de la carte de presse. Et ça a conduit à ce que les forces de sécurité le laissent. Mais lorsque vous n'avez pas la carte de presse, vous pouvez tout faire, je vous assure, les forces de sécurité feront que vous n'êtes pas journaliste. Donc c'est quand même un appel aussi qu'il faut faire à ce que vous ayez ce document-là, qui vous ouvre des portes, même si elles ne sont pas trop larges, mais elles vous protègent sur beaucoup de choses. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là, que nous aussi, à la pratique depuis un an, il y a des petits problèmes que nous avons notés, et nous disons, ah, nous les mettons de côté prochainement. La réflexion, il y a des corrections à faire. Merci beaucoup. En somme, il y a 180 articles qui font partie de ce code de la presse. Entre-temps, le modérateur faisait comprendre que j'étais associé au stade numéro de la presse en 2014. Je n'y étais pas, mais j'étais plutôt associé d'une manière ou d'une autre à l'adoption de l'avant-projet du code de la presse actualisé en juillet 2019. Ceux qui font sacre, comme l'ont dit déjà les prédécesseurs, consacre également la création d'un seul organe d'autorégulation sur l'espace médiatique de l'Ouest, ainsi que la mise en place d'un fonds de soutien au développement de la presse. Essayer par le secteur de l'information de comprendre les notions comme celles de cahier de charges, de comité directeur, de convention de concession, de diffamation, de dignité, de droit au respect de la vie privée, d'éthique, de déontologie, d'intérêt public, les notions de société, de service public, sans perdre de vue des définitions plus ou moins déjà connues, comme celle de la radio communautaire, radio associative et d'éco-légal, distributeur de services et autres. C'est des notions vraiment importantes qu'il faut que les journalistes maîtrisent, et tout cela que Zéro-Vasca disait entre-temps, qu'il faut qu'on s'approprie, que les journalistes s'approprient réellement le code de la presse. C'est un code qu'il faut lire de bout en bout pour pouvoir savoir éventuellement les droits et les devoirs que nous avons en tant que journalistes. Même si je parle ici, je ne parle pas ici en tant que journaliste, plus en tant que juste un intervenant qui a lu le code de la presse, qui va essayer de le comparer éventuellement aussi au code de la presse du Bénin et au code de la presse du Sénégal. Dans ce code de la presse, les articles 11 et 12 du chapitre 3 du titre 1 mettent l'accent sur deux aspects qui me semblent très importants. Dans le chapitre 11, il est écrit « Dans l'exercice régulier de sa mission de communicateur, conformément aux dispositions de la présente loi, aucun professionnel des médias ne peut être empêché ni interdit d'accès aux sources d'information. » Je pense qu'il faudrait que cet article devrait normalement être réellement appliqué sous monsieur. Dans l'article 12, l'État prend toutes les dispositions susceptibles d'assurer à toute société de presse, publique ou privée, écrite en ligne ou audiovisuelle, l'égalité à la libre concurrence afin de faciliter la mission d'intérêt général de la presse et des autres moyens de communication et d'information. Je me demande comment cela pourrait réellement se faire, mais je pense que, puisque M. le ministre est là, il pourra peut-être nous dire comment l'État prendra réellement, comment l'État compte s'y prendre pour prendre des dispositions idoines, capables d'assurer à toute société l'égalité à la libre concurrence. Cela me semble un peu difficile, mais puisque c'est écrit dans les textes, peut-être que l'État a la solution pour y arriver. En tant que formateur dans un institut de formation à Lomé, au campus de Lomé, l'ICICA, le nouveau code de la presse introduit de nombreuses innovations relatives à la pratique du métier de journaliste. C'est justement dans la section 2, intitulée de la qualité de journaliste et des techniciens de médias, du titre 1, que cette clarification a été faite.
La qualité de journaliste, elle est spécifiée, elle est signifiée ainsi. Toute journaliste, toute personne titulaire d'un diplôme professionnel de journaliste délivré par une école ou un institut de formation en journalisme régulièrement agréé par l'État. Toute personne titulaire d'au moins une licence ou d'un diplôme équivalent reconnu par l'État qui exerce le métier de journaliste dans une société de presse pendant au moins 3 ans. Je me réjouis, nous nous réjouissons en tant qu'enseignants qu'on ait privilégié la formation, qu'on ait privilégié, qu'on ait donné d'abord, qu'on ait défini le journaliste d'abord comme la personne détentrice d'un diplôme de journaliste. Je ne vais pas dire par là que l'école de journalisme est forcément la voie la plus, je dirais, saine, la plus appropriée pour être journaliste. Mais on peut être bon journaliste sans être allé à l'école de journalisme, mais on est meilleur journaliste en passant par les bancs de l'école de journalisme. Et ça, je l'assume, je défendrai partout cette position que j'ai. Parce que quand on lit le journaliste, toute personne qui a pour occupation principale, régulière et régulière à la recherche, à la collecte, à la sélection, ça ne montre rien, ça dit rien de concret. On ne met pas en valeur aucun diplôme de journalisme, rien du tout. Donc je pense que le groupe de la presse a su corriger cela pour qu'on ait une presse de qualité. Les pays dans lesquels les personnes où on a des journalistes souvent formés dans les écoles de journalisme sont passés par Yaoundé, sont passés par Dakar, sont passés par Abidjan, sont passés par d'autres écoles de journalisme, y compris les écoles privées créées entre-temps au Bénin et au Sénégal. Donc, et le code de journalisme délivré par une école ou un institut de formation. Et ils vont dans l'alinéa qui suit, tout titulaire d'au moins une licence de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent et justifiant d'une formation pour la pratique pendant au moins 2 ans. Les Sénégalais aussi l'ont dit, les journalistes, toute personne ayant fait une école de journalisme. Après viennent d'autres qualificatifs, d'autres aspects. On peut avoir fait le journalisme sur le tas et être journaliste. Donc, ça c'est très important pour moi à relever. L'autre aspect qui me semble aussi important à relever rapidement, parce qu'on a pas beaucoup de temps, Loïc, lorsque nous avions promis 10 minutes, on parle de 7 minutes. Moi, maintenant, je me disais que je pouvais aller à 12. Maintenant, je vais m'arrêter. C'est déjà fini déjà. Allez-y. Ok. Donc, l'autre aspect, c'est la question de l'aide de l'État à la presse, et particulièrement le fonds qui est en tout cas prévu, le fonds qui est prévu dans le code de la presse actuel du Togo. Le fonds qui est prévu, c'est le fonds, on ne spécifie pas clairement comment. On dit qu'il a créé un fonds de soutien et de développement, il a pour but d'accompagner le secteur. Les attributions, les modalités d'organisation sont précisées par décret. Il serait bien pour le moment venu, pour moi, que l'organisation de la presse soit associée à la réflexion devant aboutir à ce décret, pour qu'il y ait une certaine compréhension en amont, pour que les médias ne se plaignent pas par la suite. Maintenant, quand on va par exemple au niveau du Sénégal, il y a un fonds qui est dissocié depuis 2017 que ce code de la presse est réellement fonctionnel, opérationnel au Sénégal. Il est créé un fonds d'appui et de développement de la presse qui, de manière durable, autonome, a pour mission de soutenir l'entreprise de presse, de servir de garantie pour les prêts bancaires, de soutenir toute initiative en faveur des multimédias, de verser une subvention directe à l'agence de la presse sénégalaise, de contribuer au bon fonctionnement de l'autorégulation. Donc, c'est clairement défini en fait le fonds de soutien, le fonds d'appui et de développement de la presse dans le code du Sénégal est très clair. Alors que dans notre code à nous, ce n'est pas encore réellement assez précisé. Donc, il serait très bien le moment venu que tout cela soit réellement pris en compte. Les médias en ligne, les prédécesseurs également l'ont déjà dit, mais moi je pense que le fait qu'on ait écarté de la gestion par le code de la presse les médias sociaux, les réseaux sociaux, où mettons finalement les pages Facebook, les pages Twitter de nos médias. Quand par exemple un journaliste qui est journaliste, qui a une carte de presse, quand il écrit sur sa page Facebook, quand il donne une information, c'est une information. C'est une information. C'est pas parce qu'il écrit sur sa page Facebook que cela doit être considéré comme que ce n'est pas une information. Donc, dans ce cas-là, finalement, comment allons-nous gérer ces cas-là? Je pense qu'il faudrait qu'on revoie
qu'on essaie de voir ce genre de situation, il ne faudrait pas forcément qu'on laisse ces cas-là être gérés, pas forcément par le pénal, forcément, mais je pense que si on essaie de trouver un moyen pour intégrer les médias sociaux, mais en précisant clairement les limites, parce qu'un journaliste peut écrire sur sa page Facebook, parce que si c'est une page Facebook qui est liée en tout cas à son média, bien sûr, son média. Sa page Twitter liée à son média, bien sûr. Ouais. L'autre point également que je voulais évoquer, peut-être pour terminer, parce que peut-être qu'on aura des questions, je vais répondre, c'est les cas par exemple de où est-ce qu'on nous mettons également aussi les productions éventuelles de livres, et puis pas les journalistes. Les journalistes peuvent écrire des livres dans lesquels il y aura des révélations qui sont des informations. Les journalistes français, américains, écrivent des livres chaque jour. Ce n'est pas tellement, on ne parle pas réellement de ça dans le cours de la presse au Togo. Si par exemple le journaliste demain écrit dans un livre, fait des révélations sur un scandale, sur des dossiers dont parle la presse au quotidien, comment allons-nous le traiter? Est-ce qu'on va juste le prendre parce que ça ne va pas au cours de la presse? Je ne sais pas. Ce sont des questions que je me pose. Il y a également aussi quelque part aussi où on disait au niveau de la qualité de journaliste pour le Togo, on disait toute personne titulaire d'un BTS, donc toute personne d'au moins une licence ou un diplôme équivalent et qui exerce le métier de journaliste dans une société de presse pendant au moins 3 ans. Quand il exerce, durant ces 3 ans-là, comment on l'appelle? Il exerce sous quel statut? Statut professionnel? Quand il va en reportage, il a quel cadre de presse? Il a quelle carte? C'est la carte de son organe? C'est des questions qui sont un peu, je dirais, placées dedans et qui peuvent permettre au juge demain d'interpréter ça comme il veut. Ouais, c'est ça. Bon, je peux m'arrêter là, mais je suis prêt à répondre sur vos questions parce que j'ai préparé au moins 12 pages comme si j'allais un bloc. Merci beaucoup. Maintenant, on soulève un certain nombre de points ici. C'est vrai, la définition des concepts du point de vue scientifique est un élément fondamental. Et de ce point de vue-là, ce code-là a évolué dans le bon sens en définissant clairement les concepts. Parce que pour connaître quelque chose, il faut décrire la chose. Alors, en dehors de la définition, le code de la presse fixe les qualifications et l'expérience des techniciens de médias, notamment en ce qui concerne la classification sur la notion d'auxiliaire de presse. Alors, il y a également la création et l'exploitation des sociétés de presse en ligne. Il faut reconnaître également que dans l'ancien code, il n'y avait pas la presse en ligne. Et ce code prévoit la presse en ligne. Seulement la question qui se pose, est-ce que sur le plan de la régulation des médias numériques, est-ce que des dispositions sont prises? Je pense que le doyen Babacar peut-être peut répondre à la question. Et donc, il y a également la question de la création des sociétés de presse, conformément à la législation OADA. Et tout à l'heure, certains intervenants parlaient de l'appropriation du code. Je ne sais pas si nous mesurons les implications de cette disposition. Est-ce que nous, journalistes, on se prépare déjà pour nous conformer aux règles, aux législations de loi? Alors, après ça, je crois ce qui est à saluer également, c'est la prise en compte de l'autorégulation, c'est-à-dire que l'OTM est prise en compte dans ce code de la presse. Voilà ce que je peux dire de façon ramassée. Maintenant, s'agissant de propositions au-delà de l'appropriation que les journalistes doivent faire, je crois qu'on doit initier des rencontres
Et fondamentalement sur la question... Le ministre disait sur nos radios que les délits de presse ont cette particularité d'être à cheval ou à la lisière du pénal. Alors, ça me met un peu peut-être parce que je l'ai dit, et il a argumenté en disant que le journaliste peut se retrouver au SRIC et après que, du moins, l'affaire soit, il est établi que c'est un délit de presse. Alors là, dans ce cas, la RAC peut reprendre la main. Alors, je me demande, un journaliste qui écrit et qui se retrouve en prison, et après on établit que c'est plutôt la RAC qui doit reprendre la main, quel est encore, du moins, le sens de cette dépénalisation de la presse que bon, nous tous nous évoquons très souvent, et sans savoir réellement si cela existe. Voilà, c'est la seule question que je veux. Maître Tourmesson, c'est-à-dire que ce que nous constatons aujourd'hui, c'est comme si à chaque mutation, chaque code de la presse. Question de cette affaire, nous ne pourrons pas nous en sortir par rapport à certaines situations que nous allons traverser bientôt. Il a su relever très bien, il a dit qu'il a parcouru un peu le cours de la presse, et il a senti qu'il y a des choses qu'il faut améliorer. Ça c'est vrai. Personnellement, je l'ai fait aussi, et je l'ai également dit, que nous constatons comme si, je ne sais pas si le législateur l'a fait sciemment, pour créer des problèmes aux journalistes, ou bien c'est nous journalistes, qui n'ont pas pris tellement le temps de pouvoir mieux lire ce code avant son adoption. Je crois que sa remarque est très pertinente. Il faudrait qu'ici, on puisse effectivement nous dire qu'est-ce qu'il faut faire après, même si on a déjà promulgué ce code de la presse, par rapport à ces pièges que nous constatons dans ce code-là. Et ce qui nous rassemble ici aujourd'hui, comme mon confrère Sylvette disait tout à l'heure, si le problème de chaos n'était pas posé, je ne pense pas qu'on allait se retrouver ici. Quelque part, cela contribue à ça. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant entre le pénal et le code de la presse que nous avons et le rôle que l'ARC doit jouer sur effectivement les problèmes que les journalistes ont traversés. Merci que M. Bati Babaka a soulevé également d'autres problèmes. Il a parlé de la carte de presse. Il est vrai qu'aujourd'hui, que la plupart des confrères que nous sommes, certains n'ont pas fait effectivement cette carte. Qu'est-ce que la RAC fait? Quel est le problème? Pourquoi les confrères ne cherchent pas à établir effectivement cette carte-là? Est-ce que c'est parce qu'il y a des contraintes par rapport à la délivrance de cette carte, ou bien un problème au niveau effectivement de nous les journalistes? Donc il faudrait que Bati Babaka également puisse nous éclairer sur ça. Et pour m'arrêter, Abbas a dit tout à l'heure quelque chose. Le docteur Abbas disait que nous constatons également aujourd'hui comme si, quand on parlait que les délits de presse sont criminalisés, finalement c'est comme si on a donné quelque chose de la main droite et qu'on récupère de la main gauche. Donc il faudrait aujourd'hui, merci pour la présence du ministre de la Communication, il faudrait qu'on nous dise en réalité qu'est-ce qu'on attend de nous les journalistes par rapport aux tests que nous avons dans notre pays et que finalement, lorsque nous tombons dans des problèmes, on n'applique pas souvent ces textes et qu'on prenne le pénal pour pouvoir effectivement gérer les problèmes avec les journalistes. Merci beaucoup. Vous faites objet de poursuite au niveau de la corporation, mais si ça frise le pénal, on vous livre à la justice. Le bâtonnier, avec un certain nombre de précautions, avec l'accord du parquet général, peut demander qu'on vous poursuive. Parce que si vous sortez dans l'exercice de la profession des cadres légaux, notamment sur les questions pénales, on ne va pas constamment vous protéger. Journaliste à mettre un peu plus l'accent sur la à travers l'acquisition de compétences via l'Université de Lomé. Monsieur, merci d'avoir été déplacé. Nous passons sans tarder la parole à Dr. Abekoudi pour la suite. Oui. Nous avons perdu la chance d'accéder à des fonctions internationales parce que quelque part on a fouillé votre CV, on a vu sur Internet que vous êtes allé, on a écrit ce test sur vous dans le temps. Et ce qui s'est avéré par après faux. Mais pour autant, vous avez déjà perdu la chance. Je donne un exemple, je crois que j'en ai donné déjà. Je l'ai déjà dit
à mon ami Loïc. Moi, je suis membre du tribunal arbitral du sport. J'ai été désigné par la Fédération marocaine pour défendre la Fédération marocaine. Mais comme j'avais siégé dans la commission de la CAN 2013 et que justement mon ami Kitaou a écrit sur ce comité pour avoir détourné de l'argent, mon adversaire m'a recusé sur le seul fait que M. Kitaou a écrit cet article et qu'il part après. Il a fait un droit, j'ai demandé une réponse, il a corrigé. Mais la correction n'est pas apparue. Et donc mon adversaire m'a recusé justement sur cet article. J'ai dû produire le test de rectification pour que le TAS me rétablisse. Donc si on veut protéger la corporation, vous savez tous ce que personnellement j'ai fait pour cette corporation, je suis l'un des fondateurs de l'ETM. J'ai été le premier rapporteur de l'ETM. Mais je n'ai pas échappé aux attaques des journalistes. Je ne demande pas à être écarté. Mais par un moment, il faut qu'on se rende à l'évidence, et ça nous est d'accord, il faut se rendre à l'évidence que lorsqu'on casse les casseroles, on casse les meubles, il faut les réparer. D'où la nécessité de respecter notre code sur les aspects déontologiques. Lorsque, par exemple, vous voyez dans un article de presse, on met votre photo, alors qu'on veut parler d'un fait qui concerne votre fille, et en même temps, on parle de la structure dont vous êtes le directeur, et quand on lit le texte, on ne voit aucun sujet vous concernant. Vous avez le droit de vous plaindre. Nous, on est là pour vous défendre. Je le fais pendant plus de 20 ans. Bien que je sois souvent attaqué, mais quand on me sollicite, je vais les défendre. Parce que j'estime que nous avons besoin de la presse. Nous avons absolument besoin de journalistes. Maintenant, il faut qu'on fasse le ménage dans notre cercle. C'est le seul défi que nous avons relevé. Deuxièmement, la question du fonds de la presse. Je l'ai également dit parce que lorsque nous avons créé l'OTM, nous avons reçu de l'argent de l'État. Il nous était difficile, mon rapporteur a joué dans la salle, il nous était difficile de savoir comment utiliser ce fonds. Faut-il en faire une distribution individuelle ou pour l'usage de la formation des journalistes? C'est un débat, c'est pour ça que j'ai dit au ministre, même si tout est dévolé à la HAC, que vous avez un regard, un droit de regard, parce que là où on parle de l'argent, il y a des dissensions, il y a des querelles individuelles. Il faut à tout prix que le fonds de la presse profite aux journalistes dans leur ensemble, pas à un groupe seul. Moi, c'est mon avis. Donc, la dépénalisation du délit de presse, c'est un leurre. Et quand vous voyez les tests, il y a beaucoup plus d'amendes que de peines d'emprisonnement. C'est déjà un pas assez important. Maintenant, quand on se réfère au code pénal, c'est vrai qu'il faut éviter de mettre chaque fois les journalistes en ordre. Et maintenant, pour parler du cas de mon ami Kitaou, c'était excessif. Il ne fallait pas d'abord, la procédure ne permet pas de convoquer quelqu'un, d'aller l'arrêter avant que la personne ne se présente. C'est une atteinte à son droit. Pour le reste, j'attends d'être constitué pour assurer sa défense. On sera tranquille. On a parlé d'une marge que le ministre a sortie. Pourquoi? Parce que quelquefois, il y a un problème. Lorsque un journal commence à être lu sur les réseaux sociaux, ça pose un problème. Parce que si vous sortez le mardi matin, mais si déjà dès lundi, sur les réseaux sociaux, on voit les articles de votre journal, ça pose problème. Parce qu'en ce moment, les gens vont dire, ah non, nous on a vu ça sur les réseaux sociaux, on n'a pas vu le journal. C'est ça qui fait que ça pose une marge de manœuvre, justement, et en tant que là-dessus, c'est ce que je suppose, je ne dis pas, je pense que c'est ce que le ministre a voulu exprimer. Donc, cette frontière-là, si nous ne faisons pas attention, c'est nous-mêmes qui tombons dans ce piège-là. Donc, prenons les précautions.
si vous sortez le journal, que le journal sorte, qu'il soit mis en circulation avant que les articles ne se retrouvent peut-être sur des pages de réseaux sociaux. C'est ça le problème. Sinon, c'est nous-mêmes qui offrons la possibilité aux autres de s'en prendre à nous. Moi, je crois que c'est ça l'interprétation que moi je fais de ce que le ministre a dit. Alors, les modifications du code de la presse, je crois que là on est d'accord, il n'y a aucun texte qui est parfait. Tous les textes, lorsqu'on le prend, son application permet de voir quelles sont les failles. Je crois que c'est dans ce processus-là qu'on a. Le texte actuel, on l'a fait à partir des problèmes qu'on a rencontrés sur le texte de 98. Vous avez vu, il y a eu des modifications successives. On a abouti à un texte. Aujourd'hui, la mise en œuvre de ce texte-là nous montre qu'il y a encore des écueils. Donc, il ne faut pas se faire des soucis qu'il y ait des modifications permanentes. Prenons-les en compte. Demain, on pourra toujours relire le texte. Le texte ne dépend pas, en réalité, de la modification du code de la presse ne dépend pas de qui est au pouvoir, qui n'est pas au pouvoir. Je crois que c'est nous-mêmes qui parlons là-dessus. Dès que nous détectons des problèmes dans sa mise en œuvre, il nous appartient de proposer des modifications. Je viens sur la question de la carte de presse. La carte de presse, elle est délivrée à la demande. Donc, si les gens n'ont pas de carte de presse et qu'ils n'ont pas fait de demande, on ne va pas obliger les gens. On ne va pas courir vers eux pour leur délivrer des cartes de presse. Il faut faire la demande. Et il y a des formulaires pour le faire, des dispositions. Lorsque vous respectez, on le fait. S'il y a des failles dans vos dossiers, on vous dit non, corrigez ça et la prochaine fois, on peut noter le dossier. Donc voilà juste quelques précisions. Les méthodes ne sont pas les mêmes. Je peux témoigner, j'en ai été victime, et je vous dis, la torture n'est pas que physique. Hein? C'est-à-dire que si l'on se jette sur vous devant femme et enfant, c'est qu'on veut un effet. Alors, je ne sais pas, et généralement, hein, dans les pays où ça se passe, on fait intervenir la police politique. Comme ça, les institutions sont obligées après de colmater les brèches. C'est ce qui se passe. Mais je crois que le ministre peut répondre à votre question. Monsieur le ministre de la parole. Merci. Alors, d'abord, je voudrais m'assurer sur... Aujourd'hui, vous n'entendez pas un corps social qui réclame de la responsabilité du journaliste. Beaucoup, dans la rue, crient sur la liberté à déborder la responsabilité. On écrit sur tout n'importe qui, on n'a pas le droit de réagir. Mais les journalistes peuvent vous démonter, saluer votre nom, saluer le nom de votre famille, de vos enfants, les afficher surtout, et vous n'avez aucun recours. Quels sont les dangers qui vous guettent? Deux dangers. Le premier danger, c'est le retour de la justice privée. Parce que malheureusement, vous ne vous attaquez pas à des petits citoyens lambda. Ça n'a pas d'intérêt. Vous attaquez à des personnalités, à des gens qui ont des moyens de se venger de vous et de régler des comptes individuellement sans passer par les mécanismes officiels. C'est-à-dire la justice, la révélation par la RAC, etc. Nous avons connu cette période dans notre pays, nous ne l'oubliez pas. Est-ce qu'il vous plaira de revenir à cela? C'est aussi ça la question de la responsabilité des journalistes. De donner signal en disant attention, si vous saisissez la RAC, l'OTM ou la justice, vous aurez une réponse. Donc désarmez individuellement votre justice privée parce que là seulement vous avez des organes impartiaux qui sont capables d'entendre justice ou de la aide de vous la rendre. Deuxième danger, c'est la question pour les pouvoirs publics de réarmer un code de la presse qui jusqu'à maintenant s'est voulu dépénaliser. J'ai entendu les uns et les autres qui ont commenté le mot dépénaliser. Bien évidemment, c'est un mot qui est trompeur parce que le mot dépénalisation a donné le sentiment qu'il y avait plus de peine. Or, en réalité, il s'agit d'exclure les peines privatives de liberté. Donc, au fond, ces deux dangers vous guettent. Nous ne pouvons pas rester indifférents en tant que pouvoir public. On voit des journalistes se faire massacrer parce qu'ils ont écrit sur quelqu'un qui n'est pas content, qui a payé 2 € par an pour le taper. Pour être trivial. Donc, s'il y a un manque sur les tests, nous les renforcerons. Les mécanismes, nous les renforcerons parce que l'idée, c'est que la justice revienne à des structures officielles. Et en même temps, nous ne pouvons pas laisser des journalistes aussi continuer à faire tout ce qu'ils veulent au nom de la liberté de la presse parce que les citoyens derrière sont insatisfaits.
Donc, ces deux dangers vous guettent. La seule façon de régler le problème, à mon avis, c'est véritablement de vous saisir de votre métier et de la discipline au sein du métier. Et j'appelle à une réforme de l'OTM, qui est un bel instrument. Si vous tirez toute la responsabilité de la régulation vers l'OTM, naturellement la RAC devient arbitre et observateur. Il ne prend plus la main, il laisse l'OTM faire d'abord. Il regarde. Et éventuellement il devient une voie de recours. La justice devient le troisième degré, c'est-à-dire votre tour de cassation. Et à ce moment, vous avez la maîtrise d'un processus disciplinaire parce que c'est une discipline qui est auto-administrée. Il me semble que nous devons revenir au centre de ça. J'entends les uns les autres dire qu'il faut reformer le code actuel. C'est vrai, il n'est pas parfait comme toute législation. Il y a un an, j'ai eu le bonheur de le défendre avec le ministre Olibasi et par la RAC, notamment Casimir, la qui était ici. À un an de recul, si nous devions refaire ce code-là, je crains qu'il aurait été armé encore plus fort que ça. Aujourd'hui, je ne souhaite pas revenir sur un travail en conseil des ministres ou à l'Assemblée nationale sur le code de la presse. Si aujourd'hui on le remet sur le pillard, vous aurez une transposition du 497 intégralement dans le code de la presse. Donc si ça vient, je dirais non. Parce que nous avons suscité une jurisprudence de la Cour constitutionnelle togolaise le 29 avril 2019 qui a bien affirmé que tous les journalistes, dans le cadre de leur métier, dépendent du code de la presse et non du code pénal. Et donc, pourquoi aspirer le code pénal dans le code de la presse si nous avons fait des choses spéciales, réaffirmées par la Cour constitutionnelle togolaise, donc qui nous donne une garantie supérieure. Si aujourd'hui, nous laissons entendre toutes les opinions qui circulent et que nous voulons toucher ce texte sur votre responsabilité, il sera aggravé. On n'a pas intérêt à le faire. Ce qu'on devrait faire aujourd'hui, c'est de faire une mise en pratique suffisante pour que dans 2 ans, nous ayons au moins suffisamment de recul pour faire un paquet de réformes. Et puis je terminerai sur une dernière considération. Ne tirez pas sur vos amis. Ne tirez pas sur vos amis. Moi en premier, mais je ne demande pas une amnistie. Mais ne tirez surtout pas sur votre ministre. Moi, parce que je suis ministre des droits de l'homme et que souvent les journalistes oublient qu'ils sont acteurs des droits de l'homme. Et que pour moi, ce sont d'abord mes éléments. C'est pour ça que je dis que nous sommes des amis. Mais le ministre de la Communication, c'est votre complice. C'est le seul qui a conseil de ministre par votre nom. C'est lui qui va défendre votre texte. À l'Assemblée, c'est lui qui va parler à votre nom. Si vous l'agressez, il est figé, il ne fera plus rien pour vous, et personne ne peut le remplacer tant qu'il est en poste. Vous n'aurez pas d'interlocuteur. Ce n'est pas une bonne chose. Lui, c'est votre avocat. Vous devez le prendre à la parole, le travailler, lui parler, lui donner l'intérêt de la chose, le séduire, faire en sorte qu'il fasse quoi avec vous. C'est ce que vous devez faire. Parce que, encore une fois, quand on arrive sur ces éléments-là, il va être quasiment le seul à prendre tous les coups en votre nom. Les collègues qui sont insatisfaits, les députés qui sont insatisfaits, tout le monde tira sur lui, mais en réalité, il ne tire pas population sur vous. Donc, au fond, donnez-lui envie de faire le métier. Ne tirez pas sur lui. Nous avons voulu tirer une conséquence sur les droits de l'homme, du bel exemple qui était la dépénalisation des délits de presse, notamment à partir des affaires Asiba Johnson, qu'on a connues dans l'histoire des défenseurs des droits de l'homme. Et le modèle, c'était de construire sur le modèle des journalistes. Mais les derniers éléments qui ont différé la connu fait que mon test sur les défenseurs des droits de l'homme, si je le sors aujourd'hui, il est mort. Il est mort parce que vous commencez à devenir un anti-modèle. Et ça, c'est pour vous créer une centrale juridique. Je vais dire quelques extraits parce que chacun ne peut pas payer un avocat ou un... Regroupez-vous, faites une équipe de juristes qui vous accompagnent et qui vous aident. Parce que ce métier aujourd'hui, il est presque comme un métier de guerre, c'est un métier de danger. Je vous remercie. Pour le très riche. D'accord. Nous allons prendre votre tour en passant très rapidement la parole à Ambroise pour une rapide clarification. Et on me demande de terminer la distribution de la parole par une improvisation avec M. Jamel Kasmi. La loi n'est pas comme un livre de Procuste où on l'adapte à la longueur des pieds ou à la longueur des pieds. Pour votre rappel, Procuste était un bandit romain qui arrêtait les voyous, qui les étendait quand ils sont courts et qui leur coupait les pieds quand ils sont longs. La loi ne saurait jamais être
avoir cette image-là. La loi est censée être neutre. Et votre thèse n'est pas écrite contre les journalistes, pour le pouvoir public, ni pour le pouvoir public contre qui que ce soit. La loi doit s'appliquer comme elle s'écrit, puisque à un moment donné, nous avons des députés et des commissaires du gouvernement qui ont jugé utile de doter votre corporation d'un test. Et on a sorti ce test-là pour gérer votre corporation. Et bien, le ministre Fimo l'a dit, le seul moyen d'obtenir le changement, les modifications, c'est de rentrer en négociation avec le pouvoir public. Moi, j'ai eu le privilège d'avoir fait le ministère des droits de l'homme, d'avoir siégé à la commission des droits de l'homme pendant 10 ans et d'être avocat. Féliciter l'UPS, son organe dirigeant et surtout Loïc pour sa combativité. C'était pas évident, je suis persuadée. Je sais comment il m'a vraiment mis la pression pour que je vienne. Et je sais aussi que vous faites un métier très noble, même si justement je fais partie de ces personnalités publiques qui suscitent curiosité et qui aident vos victimes. Mais moi je suis toujours, en tout cas de ces personnalités, qui pensent qu'il faut aller justement écouter, entendre et pourquoi pas discuter, parce que souvent ce qui se passe c'est que les gens qui parlent de vous ne vous connaissent pas. Mais si vous n'allez pas à leur rencontre, si vous n'allez pas à leur contact, pour leur montrer qui vous êtes, ce que vous êtes, bah, ils continueront en fait dans la délation. Parfois c'est peut-être même de bonne foi, ou parfois c'est juste pour des questions alimentaires, et tout ça, ça peut se discuter. Et je pense qu'à travers les sujets que vous avez abordés, à travers le code de presse, à travers aussi d'autres sujets, il faudrait continuer ces discussions dans un cadre de concertation. N'abandonnez jamais en fait le dialogue. Et ce qu'ont dit les panélistes, moi je les partage profondément. Mais en même temps, je me dis, et ça c'est Rika Madoukou, vous m'excuserez si je ne suis pas toujours d'accord avec tout le monde, c'est moi, je suis comme ça, je ne changerai pas. Je me dis aussi que parfois, c'est valable pour le Togo, c'est valable pour le Bénin, c'est valable pour beaucoup d'autres pays du continent. Je me dis aussi que parfois, il nous manque de la proactivité par rapport à la dynamique de l'histoire et des sociétés. C'est-à-dire que nous ne réglementons pas assez vite, et pourtant, la société évolue à une vitesse extraordinaire. La question des réseaux sociaux, je crois que ce n'est pas en l'excluant qu'on va la résoudre, mais c'est plutôt en anticipant et en allant plus vite et plus au-delà. Mieux, je pense qu'on peut même encore mieux la réglementer dans nos pays. Pourquoi je le dis? La vie d'aujourd'hui nous impose la vie et la survie avec les réseaux sociaux. Qu'on le veuille ou non, on les subit. Alors, est-ce qu'il faut les contourner? Ou est-ce qu'il faut effectivement, et je pense que c'est ce que certains États, c'est ce que certains gouvernements s'emploient à faire, c'est de trouver les mécanismes, c'est de trouver les dispositifs par lesquels on peut un peu plus réglementer, réguler, contrôler, fluidifier. Mais c'est pas évident parce que comment réglementons quelque chose qui est très peu contrôlable? C'est vraiment la question. Mais en même temps, pour autant, est-ce qu'il faut se priver de quelque chose qui s'impose à notre vie? Toute la question est là. Je pense qu'on ne pourra pas y répondre ici, mais je voudrais simplement que nous soyons du côté des professionnels des médias, ou que nous soyons du côté du gouvernement, ou tout simplement de la société civile, on a le devoir d'anticiper et de commencer à faire des propositions dans le sens de cette régulation. Mon compatriote, peut-être, vous l'a-t-il dit avant mon arrivée, mais aujourd'hui, ce qu'on ne souhaite pas se produit parce que peut-être on n'a pas suffisamment anticipé sur la réglementation de ces activités-là. Je donne un exemple très simple. Il y a des activistes aujourd'hui qui simplement, parce qu'ils ont abordé un fait de société en ligne avec les articles du Code du numérique au Bénin, sont interpellés par la police politique. Et parfois, quand vous entendez ces faits, quand vous lisez ces faits, vous n'avez pas l'impression de vous retrouver dans le pays très très démocratique du Bénin. Vous avez peut-être l'impression de vous trouver dans un autre pays. Alors, pour dire quoi? Pour autant, je me dis que nous sommes tous responsables et que parfois, nous avons même une avancée dont nous ignorons les vertus. Conclusion, regardons partout où c'est mieux, mais anticipons suffisamment, que nous soyons du côté du gouvernement ou que nous soyons du côté des professionnels des médias, anticipons suffisamment en amont
pour ne pas nous laisser dépasser par le temps, l'histoire et la société. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à notre ministre. J'ai dû faire des déplacements pour le voir. Il n'a jamais dit non. Il a promis d'être là. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit là jusqu'à la fin. Et comme il est, permettez que je le dise, jeune, il voulait connaître aussi un peu ce qu'on fait. Il est resté jusqu'à la fin. Il a apporté sa contribution. Merci à lui. Merci aux amis venus du Bénin, le président de l'UPF Bénin, et le secrétaire général de l'Observatoire béninois des médias, permettez que je le dise comme ça, et à son commissaire au compte, Francisco, qui est aussi là. Merci à vous tous, confrères, d'être venus, très sincèrement. Pour le débat, je n'ai pas grand-chose à dire, je crois que tout a été dit. Chacun saura tirer sa conclusion. Après, on va continuer par faire cet exercice, ce n'est pas fini. Les associations comme le PM sont encore plus spécialisées là-dedans. Je crois qu'il y a beaucoup de projets en cours qui vont arriver. L'UPF aussi va continuer par apporter sa pierre. Dans 2-3 mois, on va encore vous appeler pour d'autres échanges, peut-être autour du même code ou sur d'autres sujets qui intéressent notre profession. Pour être professionnel, il faut être formé. Après la formation, il faut connaître les règles qui régissent ton métier. Et pour ça, je dis que le code de la presse doit être la Bible ou le Coran de tout journaliste. Et le code de déontologie doit être notre repère. Voilà un peu ce que nous voulons continuer par faire pour que les journalistes évitent de tomber, comme je dis, dans les travers, dans les erreurs qui vont les amener à se retrouver devant la justice ou avoir leur récépissé ou l'autorisation de leur radio ou leur télé retirée.